au cœur de l'énigme. Chers amis explorateurs de l'insolite, bienvenue dans ce nouveau podcast qui promet de vous plonger dans les mystères les plus profonds de l'Égypte antique. Je suis votre hôte, et aujourd'hui, j'ai choisi de vous emmener dans une aventure sonore plutôt que visuelle. Pourquoi un podcast et non une vidéo, me direz-vous ? Eh bien, le sujet que nous allons aborder est si rare et si peu documenté visuellement qu'il aurait été difficile de trouver suffisamment d'images pour illustrer une vidéo à la hauteur de ces révélations. Ce que je m'apprête à partager avec vous est une information d'une longueur considérable, mais surtout d'une rareté et d'un intérêt exceptionnel. Je peux vous assurer que ce que vous allez entendre au cours des prochains épisodes vous laissera le souffle coupé. Oui, vous avez bien entendu. Ce podcast sera divisé en plusieurs épisodes, tant la matière à couvrir est vaste et fascinante. L'inspiration de cette série provient d'une enquête menée par Antoine Gigall, publiée dans le magazine Top Secret en août-septembre 2007. Ce que nous allons explorer ensemble va bien au-delà de ce que vous pensez savoir sur Gizeh et ses mystères. Depuis des décennies, ce site fascine et intrigue, donnant naissance à une myriade de théories plus fantastiques les unes que les autres. Certains parlent d'arches secrètes de l'humanité cachées dans ses sous-sols, d'autres évoquent une technologie avancée dissimulée sous le sable. On entend des rumeurs de centrales électriques sophistiquées, de tombeaux de divinités extraterrestres ou encore de connexions stellaires encodées dans la structure même du plateau. Ces idées, aussi séduisantes soient-elles, se heurtent souvent au mur de l'égyptologie officielle. Pourquoi ? Parce qu'elle manque cruellement de preuves tangibles et d'analyses scientifiques rigoureuses. Paradoxalement, cette profusion de théories a créé un écran de fumée autour de Gizeh, permettant à chacun d'y projeter ses propres fantasmes. Mais aujourd'hui, nous allons au-delà de ces spéculations. Nous suivrons les pas d'Antoine Gigall, une chercheuse qui a consacré sa vie à percer les secrets de Gizeh. Son approche méthodique et minutieuse nous mène à une conclusion stupéfiante. Un secret colossal se cache sous le plateau. Un secret si important que des organisations puissantes sont prêtes à tout pour le garder enfoui. Ces découvertes, fruits d'années d'investigation, ébranlent les fondements mêmes de l'égyptologie moderne. Car les preuves rassemblées par Gigall, des éléments concrets, nous mèneront aux portes de l'inimaginable. Alors, préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Gizeh. Puisque la vérité, mes chers auditeurs, pourrait bien dépasser nos rêves les plus fous. Les yeux dans le ciel. L'avènement de la technologie spatiale a ouvert des portes inimaginables pour percer les mystères de l'Égypte ancienne, en particulier ceux du plateau de Gizeh. Tout a commencé avec les fusées de Wernher von Braun, initialement conçues pour la guerre, mais qui ont finalement ouvert la voie à l'exploration spatiale et à la technologie satellitaire. Ces avancées nous permettent aujourd'hui d'observer notre planète comme jamais auparavant, offrant une perspective inédite sur des sites anciens comme Gizeh. Pendant des siècles, les égyptologues ont été limités à des observations au sol, produisant des plans souvent discordants du plateau. Les tentatives de photographie aérienne se sont heurtées à de nombreux obstacles, qu'il s'agisse d'interdictions de survol ou de difficultés techniques. Mais l'ère de l'imagerie satellitaire a changé la donne, offrant enfin une vue d'ensemble précise et détaillée de ce site mystérieux. Des investigations méticuleuses ont mis en lumière des éléments négligés par l'égyptologie traditionnelle, comme le rôle crucial des militaires dans la protection, ou peut-être la dissimulation, de certains aspects du site. D'autres histoires intrigantes, comme celle de l'ingénieur Gantenbrink et de son robot explorateur, ou celle du professeur Alvarez, tous deux mystérieusement écartés après avoir fait des découvertes potentiellement révolutionnaires, nous poussent à la réflexion et à nous poser une question dérangeante. Que nous cachent-ils, les responsables officiels de ce site ? Pourquoi certains chercheurs sont-ils mis à l'écart ? La vérité serait-elle plus extraordinaire que nous n'osons l'imaginer ? Cette enquête nous invite à repenser notre compréhension de l'histoire ancienne et à rester ouverts aux possibilités que la technologie moderne nous offre pour explorer notre passé.
l'exploration des mystères de Gizeh s'inscrit dans une quête millénaire qui continue de fasciner l'humanité. Depuis la première description détaillée des pyramides par Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'aux découvertes récentes permises par la technologie moderne, chaque époque apporte son lot de révélations. En 1798, l'expédition de Napoléon en Égypte marque un tournant, avec la création de l'Institut d'Égypte et la publication de la Description de l'Égypte, 1809-1829, ouvrant la voie à l'égyptologie moderne. Un siècle plus tard, en 1925, l'archéologue George Reisner découvre la tombe intacte de la reine Étéphérès, mère de Khéops, révélant des trésors inestimables sur la 4e dynastie. Les avancées technologiques du XXe siècle ont permis des découvertes spectaculaires. En 1954, la barque solaire de Khéops est découverte dans une fosse au pied de la Grande Pyramide. En 1993, le robot Upyot 2 de Rudolf Gantenbrink explore les conduits de la chambre de la reine, révélant l'existence de mystérieuses portes de pierre. Plus récemment, en 2015, la mission Scan Pyramids, utilisant la myographie et l'imagerie thermique, a détecté des vides inconnus dans la Grande Pyramide, dont une grande cavité de 30 mètres de long au-dessus de la Grande Galerie, annoncée en 2017. Ces découvertes s'inscrivent dans un contexte plus large d'exploration spatiale. En 2007, la découverte de l'exoplanète Gliese 581c, potentiellement habitable, a ravivé les débats sur l'origine de la vie et la possibilité de civilisations extraterrestres avancées. Cette découverte fait écho aux théories controversées sur l'influence extraterrestre dans la construction des pyramides, proposées notamment par Erich von Däniken dans son livre Chariots of the Gods en 1968. L'utilisation de technologies de pointe continue d'ouvrir de nouvelles perspectives. En 2018, l'imagerie satellitaire a permis de découvrir plus de 500 nouvelles structures archéologiques en Égypte. En 2020, des chercheurs ont utilisé l'intelligence artificielle pour déchiffrer des hiéroglyphes auparavant illisibles. Chaque nouvelle découverte soulève autant de questions qu'elle apporte de réponses. Les théories sur la fonction des pyramides vont bien au-delà de simples tombeaux. Certains chercheurs proposent qu'elles aient pu servir de générateurs d'énergie. Théorie de Christopher Dunn, 1998, ou d'instruments astronomiques de haute précision. Théorie de Robert Bauval sur la corrélation d'Orion, 1994. Alors que nous avons célébré le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, 1922, l'égyptologie se trouve à un carrefour. Les méthodes traditionnelles côtoient désormais des technologies futuristes, promettant des révélations qui pourraient redéfinir notre compréhension non seulement de l'Égypte ancienne, mais de l'histoire humaine dans son ensemble. L'aventure de Gizeh, loin d'être terminée, semble n'être qu'à l'aube de ses plus grandes découvertes. Cependant, malgré ces progrès remarquables, il paraît que certains mystères restent obstinément hors de portée. Comme si une force invisible s'efforçait de garder certains secrets bien enfouis. C'est précisément ce qui nous amène à notre prochaine révélation stupéfiante, le mur de béton. Ce que nous allons explorer maintenant pourrait bien être la preuve la plus tangible d'une volonté délibérée de dissimuler des vérités potentiellement révolutionnaires. Sur le site de Gizeh, préparez-vous à découvrir comment un simple élément architectural moderne pourrait être la clé d'un des plus grands mystères de l'archéologie. Alors que nous plongeons dans cette nouvelle partie de notre enquête, gardez à l'esprit que parfois, les obstacles les plus évidents peuvent cacher les secrets les plus profonds. Le mur de béton n'est pas seulement une barrière physique. Il pourrait bien être le gardien d'une vérité qui changerait à jamais notre compréhension de l'histoire humaine. Le mur de béton. Le développement d'un projet troublant s'est déroulé sous nos yeux depuis le début de l'année 2002 sur le plateau de Gizeh. Un gigantesque mur de béton, une véritable muraille moderne, vouée à encercler complètement ce site sacré, couvrant une superficie impressionnante de 8 km², a été érigé. Ce mur colossal, atteignant par endroits la hauteur vertigineuse de 7,30 mètres,
n'est pas qu'une simple barrière. Ses fondations plongent jusqu'à 2 mètres sous terre, transformant sa construction en un véritable défi d'ingénierie. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce projet, imaginez la tour Eiffel couchée sur le côté. C'est à peu près la longueur de ce mur. La structure interne de ce mur est tout aussi impressionnante que sa taille. Une double ossature d'acier entrecroisée, comparable à un squelette métallique géant, renforce le béton sur toute sa longueur. Cette armature est cruciale pour résister aux vents violents qui balaient régulièrement le plateau de Gizeh, ces mêmes vents qui ont sculpté le visage du Sphinx au fil des millénaires. La construction de ce mur soulève de nombreuses questions environnementales. Dans une région où l'eau est aussi précieuse que l'or, des tonnes de ce liquide vital ont été utilisées simplement pour humidifier le sable afin de pouvoir creuser les fondations. C'est comme si on versait de l'eau dans le désert. Oh, attendez, c'est exactement ce qu'ils font. Mais au-delà de ces considérations techniques, ce mur représente un changement radical dans l'expérience des visiteurs à Gizeh. Actuellement, il existe 2 points d'accès au site. L'un par le village pittoresque de Nazlet El Seman, situé en contrebas du Sphinx, et l'autre face à la majestueuse face nord de la Grande Pyramide. Les visiteurs peuvent encore se promener relativement librement sur le plateau, découvrant ces merveilles à leur rythme. Cependant, une fois le mur terminé, cette liberté ne sera plus qu'un lointain souvenir. Un seul point d'entrée contrôlera l'accès au site, et les visiteurs seront contraints de suivre un parcours prédéfini à bord de petits trains électriques, similaires à ceux déjà utilisés dans la célèbre Vallée des Rois. Fini les balades à cheval ou à dos de chameau, fini les explorations personnelles des recoins moins connus du plateau. Ce changement drastique soulève des inquiétudes légitimes. Que deviendront ces merveilles cachées du site, comme les mystérieux puits d'aération millénaires situés à 2 km au sud de la Grande Pyramide? Ces structures fascinantes, qui s'enfoncent profondément dans le sous-sol du plateau, témoignent d'un réseau souterrain complexe dont la fonction reste un mystère. Seront-elles désormais inaccessibles aux yeux curieux des visiteurs et des chercheurs? Et que dire de ces petites constructions discrètes, perdues dans les dunes, qui constituent pourtant la clé de l'alignement du complexe de Gizeh? Découverte grâce au relevé de Maculen en 1985 et visible sur les photos aériennes, ces structures marquent le point focal d'une spirale logarithmique sur laquelle s'alignent les pyramides. Cette découverte mathématique pourrait-elle être le chaînon manquant pour comprendre la conception géométrique du site? Ce mur ne menace pas seulement l'expérience des touristes, mais aussi celle des locaux. Les familles égyptiennes qui ont l'habitude de pique-niquer sur le site les vendredis, l'équivalent de notre dimanche, verront-elles aussi leur accès restreint? En fin de compte, ce mur de béton soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Qui est derrière ce projet monumental? Quel est son véritable objectif? S'agit-il vraiment d'une simple mesure de sécurité ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus mystérieux qui se cache derrière cette barrière de béton? Plongeons maintenant dans les eaux troubles des justifications officielles concernant ce mur controversé qui encercle le plateau de Gizeh. Au cœur de cette controverse se trouve le docteur Zahi Hawass, une figure incontournable de l'égyptologie moderne. En tant que secrétaire du Conseil suprême des Antiquités, SCA, le docteur Hawass exerce un contrôle quasi absolu sur le plateau de Giza. Son influence sur l'archéologie égyptienne est comparable à celle des pharaons sur leur royaume. Rien ne se fait sans son approbation. Les raisons avancées par le docteur Hawass pour justifier la construction de ce mur semblent, à première vue, logiques. Cependant, un examen plus approfondi révèle des incohérences troublantes. Première justification: protéger les touristes des éventuelles attaques terroristes. Cette explication soulève immédiatement des sourcils sceptiques. En effet, surveiller des kilomètres de murs en plein désert semble être une tâche herculéenne, digne des travaux des anciens bâtisseurs des pyramides eux-mêmes. Ne serait-il pas plus efficace et moins coûteux de renforcer la surveillance des quelques intrépides qui s'aventurent dans les dunes torrides du site? De plus, cette justification semble faire peu de cas de l'excellent travail effectué par la police égyptienne sur le plateau. Ces gardiens modernes de Gizeh
qu'ils soient en voiture, à pied ou juchés sur leurs chameaux tels des sentinelles du désert, surveillent le site avec une efficacité remarquable. Équipés de jumelles et de talkies-walkies, ils semblent omniscients et omniprésents, capables de répondre au moindre incident en un battement de cils. Leur présence courtoise mais vigilante rappelle celle des anciens gardiens des temples, veillant sur les trésors sacrés de l'Égypte antique. Deuxième justification. Éviter les dégradations, les accidents et les vols. Cette explication semble tout aussi fragile que les sables mouvants du désert. Pour ce qui est des détritus, une campagne d'éducation et de sensibilisation, associée à des amendes dissuasives, ne serait-elle pas plus efficace et moins invasive qu'un mur massif? Approche, courante sur les sites protégés du monde entier, semble curieusement absente à Gizeh. Quant aux dégradations et aux vols, l'idée même semble presque risible face à l'omniprésence des forces de sécurité. Pour illustrer l'efficacité de cette surveillance, permettez-moi de vous raconter une anecdote. Lors d'une exploration des dunes derrière les pyramides, l'un des explorateurs a été victime d'un malaise. En moins de temps qu'il n'en faut pour dire « Toutankhamon », un policier à dos de chameau est apparu comme par magie derrière une dune, tel un djinn du désert. En quelques instants, une jeep est arrivée pour emmener notre ami au poste médical. Cette réactivité impressionnante témoigne d'une surveillance constante et efficace du site. Face à ces explications officielles peu convaincantes, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger. Pourquoi n'a-t-on pas jugé bon d'informer le public international avant le début des travaux? Qui est réellement à l'origine de ce projet monumental qui défigure l'un des sites les plus emblématiques de notre patrimoine mondial? Au cœur de cette controverse se trouve le village de Nazlet El Seman, une communauté millénaire nichée au pied du Sphinx et de la Grande Pyramide. Imaginez un instant. Ce village est à Gizeh ce que le quartier latin est à Paris, un lieu chargé d'histoire, indissociable de l'identité du site. Le projet initial du docteur Zahi Hawass prévoyait ni plus ni moins que de raser complètement ce village. C'est comme si l'on décidait de démolir Montmartre sous prétexte qu'il est trop près du Sacré-Cœur. Cette décision drastique soulève de nombreuses questions. Était-elle vraiment nécessaire pour la construction du mur? Ou y avait-il d'autres motivations, plus obscures, derrière cette volonté d'effacer des millénaires d'histoire vivante? Heureusement, les habitants de Nazlet El Seman, gardiens d'un héritage ancestral, se sont soulevés contre ce projet. Leur résistance, digne des révoltes des anciens Égyptiens contre les envahisseurs, a réussi à sensibiliser d'autres officiels à leur cause. Cependant, le docteur Hawass est resté inflexible concernant certaines maisons longeant le mur, rappelant l'intransigeance des pharaons d'antan. Mais creusons plus profondément, mes chers auditeurs. Et si ce mur, présenté comme un gardien de la sécurité et de la préservation, n'était en réalité qu'un voile de pierre pour dissimuler un secret bien plus grand? Un secret enfoui dans les entrailles mêmes du plateau de Gizeh? Des rumeurs persistantes, murmurées par les habitants de Nazlet El Seman lors de leur révolte, suggèrent l'existence de vastes réseaux souterrains sous leurs maisons. Ces tunnels mystérieux conduiraient aux profondeurs du plateau, vers le Sphinx et la Grande Pyramide. Ces affirmations, faites dans le feu de la protestation, soulèvent une question vertigineuse. Le véritable but de ce mur ne serait-il pas de sceller ces accès souterrains, de les cacher aux yeux du monde? Imaginons un instant l'ampleur de cette révélation. Des galeries secrètes, peut-être aussi anciennes que les pyramides elles-mêmes, sillonnant les entrailles du plateau de Gizeh. Que contiennent ces passages? Des trésors inestimables, des connaissances oubliées, ou quelque chose de bien plus extraordinaire encore? Si ces tunnels existent réellement, et de nombreux indices suggèrent que c'est le cas, pourquoi les autorités s'efforcent-elles de les garder secrets? Qu'ont-ils découvert dans ces profondeurs qui justifient un tel déploiement de moyens pour en bloquer l'accès? Chers auditeurs, nous nous trouvons peut-être au bord d'une révélation qui pourrait réécrire l'histoire de l'humanité. Le mur de Gizeh n'est peut-être pas seulement une barrière physique, mais aussi un rempart contre la vérité. Une vérité si puissante, si bouleversante,
qu'elle justifierait tous les efforts pour la garder cachée. Le 13 mai 1999, le Cairo Press Review, un bulletin d'information égyptien publié en Afrique du Sud, une source pour le moins inattendue, a fait état d'une découverte extraordinaire. Des catacombes géantes auraient été mises au jour sous le plateau de Gizeh. Imaginez un instant des chambres souterraines et des tunnels enfouis depuis des millénaires sous les appartements modernes qui bordent le site des pyramides. Cette révélation, aussi importante soit-elle, semble avoir échappé aux médias occidentaux. On pourrait se demander pourquoi il faut traverser l'Afrique pour obtenir des informations sur l'un des sites archéologiques les plus célèbres du monde. Est-ce un hasard ou y a-t-il une volonté délibérée de contrôler le flux d'informations concernant Gizeh? Les autorités, dans une tentative apparente de minimiser l'importance de cette découverte, ont rapidement attribué ces structures souterraines aux époques romaines et islamiques. Leur preuve? Des poteries datant de ces périodes auraient été trouvées dans ces chambres. Cependant, cette explication soulève plus de questions qu'elle n'en résout. N'est-il pas étrange de trouver de plus en plus souvent des objets récents dans des lieux anciens? Cette tendance mérite qu'on s'y attarde. En réalité, la présence d'artefacts plus récents dans des structures anciennes n'est pas nécessairement contradictoire. Les sites archéologiques sont souvent des palimpsestes, des couches successives d'histoires superposées au fil des siècles, voire des millénaires. Les catacombes de Gizeh pourraient très bien avoir été creusées dans l'Antiquité, puis réutilisées et modifiées au cours des époques romaines et islamiques. Mais cette explication commode ne pourrait-elle pas aussi servir de paravent à ceux qui cherchent à obscurcir la véritable antiquité de ces structures? Peut-être que ces tunnels soient bien plus anciens qu'on ne le prétend, peut-être même contemporains des pyramides elles-mêmes. Quel impact cela aurait-il sur notre compréhension de l'histoire égyptienne? Il est crucial de se rappeler que la datation archéologique est un art complexe, sujet à interprétation. La présence d'objets récents ne date pas nécessairement la structure elle-même, mais plutôt son utilisation la plus récente. C'est comme si l'on datait la cathédrale Notre-Dame de Paris du XXIe siècle parce qu'on y trouve des écrans tactiles d'information pour les touristes. Cette découverte, et la manière dont elle a été présentée, soulèvent des questions troublantes. Pourquoi ces informations cruciales nous parviennent-elles par des voies si détournées? Pourquoi semble-t-il y avoir une volonté de minimiser l'importance de ces structures souterraines? Que contiennent réellement ces catacombes géantes qui justifieraient un tel secret? Alors que nous contemplons ces énigmatiques structures souterraines, nos regards se tournent maintenant vers le monument le plus emblématique de Giza, la Grande Pyramide elle-même. Car si le sous-sol recèle des secrets, que dire de cet édifice colossal qui a défié le temps et notre compréhension pendant des millénaires? Dans notre prochain chapitre, Les conduits de la Grande Pyramide, nous allons nous aventurer dans les entrailles mêmes de ce monument légendaire. Ces conduits, longtemps considérés comme de simples éléments architecturaux, pourraient bien être les clés d'un mystère encore plus grand. Que cachent réellement ces passages serpentants à travers la pierre massive de la pyramide? Sont-ils de simples conduits d'aération, comme on l'a longtemps cru, ou servent-ils un but plus profond, plus mystérieux? Et surtout, comment ces nouvelles perspectives sur les conduits de la Grande Pyramide s'intègrent-elles dans le tableau plus large des secrets de Giza que nous commençons à entrevoir? Les conduits de la Grande Pyramide. La Grande Pyramide, ce colosse de calcaire érigé il y a plus de 4500 ans pour le pharaon Khéops, recèle un réseau fascinant de conduits étroits, véritables artères de pierre serpentant à travers sa structure massive. Ces passages, dont la fonction reste encore aujourd'hui sujette à débat, sont au nombre de 4. Commençons par les 2 conduits supérieurs, associés à la chambre dite du roi. Un nom trompeur, car aucun roi n'y a jamais été trouvé. Le conduit nord, une merveille d'ingénierie antique, part du mur septentrional de cette chambre, traverse l'antichambre, puis remonte la grande galerie avant de déboucher sur la face nord de la pyramide, à environ 80 mètres au-dessus de l'entrée touristique actuelle. Son pendant méridional, le conduit sud,
s'élance du mur sud de la même chambre pour émerger en hauteur sur la façade sud de l'édifice. Plus bas dans la structure se trouvent les conduits inférieurs, liés à la chambre dite de la reine. Un autre nom trompeur, car aucune reine n'y a jamais résidé. Ces deux conduits, l'un orienté vers le nord, l'autre vers le sud, sont particulièrement intrigants car ils ne semblent pas avoir de sortie extérieure. C'est ici qu'entre en scène Rudolf Gantenbrink, un ingénieur allemand visionnaire. En mars 1992, cet expert en robotique est appelé en Égypte pour une mission qui allait marquer l'histoire de l'égyptologie. Son objectif ? Explorer ces conduits minuscules à l'aide d'un robot de sa conception, baptisé Upuut, qui signifie « ouvreur de chemin » en égyptien ancien, un nom on ne peut plus approprié. La mission de Gantenbrink allait bien au-delà de la simple exploration. Il était également chargé de réaliser des mesures précises de tout le système de conduits et d'installer un réseau électrique complexe à l'intérieur et à l'extérieur de la pyramide. Son travail visait notamment à mettre en place un système de ventilation dans le tunnel Caviglia, nommé d'après l'explorateur italien Giovanni Battista Caviglia, qu'il avait découvert en 1817. Ce système était crucial pour réduire l'humidité qui menaçait d'endommager les pierres millénaires. Les premières explorations de Gantenbrink ont rapidement révélé des surprises. Dans le conduit nord de la chambre de la reine, il découvrit une longue baguette laissée là par Wayman Dixon en 1872. Dixon, un ingénieur britannique dont les travaux sont trop souvent négligés dans l'histoire officielle de l'égyptologie, avait fait preuve d'une intuition remarquable en ouvrant les murs de la chambre, révélant ainsi l'existence de conduits jusqu'alors invisibles. Cette découverte soulève une question troublante. Pourquoi l'histoire officielle passe-t-elle sous silence les travaux de Dixon ? Que cherche-t-on à dissimuler en minimisant l'importance de ces découvertes ? Les difficultés rencontrées par le robot de Gantenbrink dans les conduits inférieurs l'ont poussé à réorienter ses efforts vers le tunnel Caviglia dans la chambre du roi. Cette décision allait le mener à des découvertes encore plus stupéfiantes. Durant la deuxième mission de Rudolf Gantenbrink, en mai 1992, après des négociations ardues, Gantenbrink obtient enfin l'accord du docteur Zahi Hawass, figure emblématique et souvent controversée de l'égyptologie moderne, pour fermer la Grande Pyramide au public pendant une semaine entière. Cette décision sans précédent témoigne de l'importance capitale de la mission de Gantenbrink. L'objectif de cette fermeture ? Permettre à l'ingénieur allemand d'entreprendre une tâche titanesque. L'évacuation de tonnes de débris et de sable accumulés dans les conduits supérieurs de la pyramide. Ces conduits, partant de la chambre dite du roi, débouchent à l'extérieur, l'un sur la façade nord et l'autre sur la façade sud de l'édifice millénaire. La fermeture du site n'est pas un simple caprice bureaucratique. Elle s'impose comme une mesure de sécurité cruciale. Imaginez un instant, des débris tombant de 80 mètres de haut sur la tête des touristes insouciants. C'est ce scénario catastrophe que Gantenbrink et les autorités égyptiennes cherchent à éviter à tout prix. Le travail de nettoyage entrepris par Gantenbrink et ses deux assistants relève de l'exploit. Suspendus à plus de 80 mètres du sol, sous un soleil égyptien impitoyable, ils s'attellent à cette tâche périlleuse avec une détermination sans faille. Leur courage rappelle celui des bâtisseurs originaux de la pyramide, bravant les éléments pour ériger ce monument à l'éternité. C'est au cours de ce travail herculéen que Gantenbrink fait une découverte surprenante dans le conduit nord. Un petit véhicule rouillé, un modèle réduit à 4 roues. Cette trouvaille inattendue est la preuve irréfutable qu'une mission d'exploration antérieure a déjà tenté de percer les secrets de ces conduits. Les experts évoquent la mission de Flinders Petrie en 1881. Flinders Petrie, pionnier de l'égyptologie scientifique, est connu pour ses méthodes rigoureuses et ses découvertes importantes. Mais pourquoi son exploration des conduits de la Grande Pyramide est-elle passée sous silence ? Cette omission soulève des questions troublantes. Que cherche-t-on à cacher en minimisant l'intérêt historique pour ces passages mystérieux ? La découverte de Gantenbrink prend une tournure encore plus intrigante
lorsque les inspecteurs égyptiens remarquent des détails fascinants sur le bloc de pierre fermant le conduit. Des morceaux de cuivre fichés verticalement dans la pierre attirant leur attention. Plus révélateur encore, ils observent la présence de ronds blancs sous ces éléments en cuivre, une caractéristique qu'ils identifient comme un sceau typique de l'Ancien Empire égyptien. Cette observation est d'une importance capitale. Les sceaux de l'Ancien Empire, période qui s'étend de 2686 à 2181 avant Jésus-Christ et qui englobe l'époque de construction de la Grande Pyramide, étaient utilisés pour marquer officiellement des documents ou des objets. Leur présence ici pourrait indiquer que ce bloc de pierre n'est pas un simple élément architectural, mais une porte scellée intentionnellement par les bâtisseurs originaux de la pyramide. La découverte des morceaux de cuivre et des ronds blancs sur le bloc de pierre fermant le conduit sud de la Grande Pyramide a immédiatement suscité l'intérêt des experts. En effet, pendant l'Ancien Empire égyptien, 2686-2181 avant Jésus-Christ, il était courant d'apposer des sceaux cylindriques sur de l'argile ou du gypse blanc pour sceller des cachettes importantes dans les tombes ou les temples. La présence de fragments de gypse blanc dans le sable du conduit semblait corroborer cette hypothèse. Le professeur Rainer Stadelmann, alors directeur de l'Institut archéologique allemand du Caire, et le docteur Zahi Hawass, figure emblématique de l'égyptologie égyptienne, se sont empressés de visionner la vidéo de la découverte. Cependant, leurs réactions ont été pour le moins contradictoires. Stadelmann a immédiatement affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un sceau de l'Ancien Empire, tandis que des archéologues allemands consultés par Gantenbrink ont soutenu le contraire. Cette divergence d'opinion a jeté le doute sur la nature exacte de la découverte. Malgré ces contradictions, Stadelmann, apparemment satisfait de la trouvaille, a annoncé une conférence de presse et demandé à Gantenbrink de rédiger un communiqué. Ce qui a suivi ressemble à une véritable partie de ping-pong bureaucratique. Stadelmann demandant à l'ingénieur de réécrire son communiqué à 3 reprises. Finalement, le 27 mars, toujours insatisfait, Stadelmann a renoncé à organiser la conférence, laissant entendre qu'un compte-rendu serait peut-être publié en mai, voire en novembre. Ces atermoiements et ces revirements soulèvent de nombreuses questions. Que craignaient les officiels? Pourquoi hésitaient-ils à déclarer cette découverte comme majeure? Ces interrogations n'ont fait qu'alimenter les spéculations sur la nature réelle de ce qui se cache derrière la porte Gantenbrink. Après ces événements, un silence assourdissant est tombé sur l'affaire pendant 9 longues années. Seul un bref article dans The Independent, rédigé par David Keyes, correspondant scientifique, a évoqué la possibilité d'une chambre secrète derrière la porte mystérieuse. Puis, le 16 septembre 2002, dans un coup de théâtre médiatique, le monde a redécouvert les conduits de la Grande Pyramide. Dans un documentaire en direct de National Geographic, diffusé sur Fox TV et intitulé « Secret Chambers Revealed », le Dr Hawass et le Dr Mark Lehner, égyptologues américains réputés, se sont apprêtés à percer le fameux bloc découvert par Gantenbrink 9 ans plus tôt. Cette mise en scène médiatique a soulevé de nombreuses questions. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi ce soudain élan de transparence? Et surtout, pourquoi Gantenbrink, le découvreur original, n'a-t-il pas été invité à participer à cette exploration? L'examen approfondi des conduits de la Grande Pyramide a révélé une complexité architecturale stupéfiante. Les conduits sont construits avec un soin extrême, utilisant des couches horizontales de pierre entrecoupées de diagonales pour contrer les poussées latérales. Cette prouesse d'ingénierie témoigne d'une maîtrise architecturale remarquable des anciens Égyptiens. La moindre erreur dans la construction de ces conduits aurait pu compromettre l'intégrité des chambres de la pyramide. Plongeons maintenant dans les eaux troubles de l'émission télévisée censée révéler les secrets de la porte Gantenbrink. Ce qui devait être un moment historique de l'égyptologie s'est rapidement transformé en un véritable nid de controverses et de questions sans réponse. L'émission, présentée comme un direct par National Geographic sur Fox TV, mettait en scène le Dr Zahi Hawass et le Dr Mark Lehner, 2 figures éminentes de l'égyptologie moderne. Leur mission ?
percer le mystérieux bloc de pierre découvert par Rudolf Gantenbrink 9 ans plus tôt dans le conduit sud de la Grande Pyramide. Pour ajouter à la grandiloquence de l'événement, le robot utilisé avait été conçu par la NASA elle-même, rien de moins. Cependant, dès le début, des incohérences ont commencé à apparaître. L'émission était annoncée en direct à 20h, aussi bien sur la côte ouest qu'est des États-Unis, ce qui est physiquement impossible étant donné le décalage horaire. De plus, les images montraient un ciel nocturne au Caire à des heures où le soleil aurait dû être levé depuis longtemps. Mais le plus troublant restait à venir. Une comparaison attentive entre la photo originale de la porte Gantenbrink et celle montrée lors de l'émission révèle des différences significatives. En particulier, un morceau de cuivre visible sur la photo originale semble avoir disparu dans la version télévisée. Cette disparition inexpliquée soulève de nombreuses questions. Que s'est-il passé entre la découverte initiale et cette émission? Pourquoi personne n'a-t-il relevé cette différence? La méthode choisie pour explorer derrière la porte a également suscité des critiques. Alors que de nombreux spécialistes suggéraient l'utilisation d'une simple fibre optique pour inspecter l'espace derrière le bloc, l'équipe de l'émission a choisi de forer directement dans la pierre. Cette décision semble en contradiction flagrante avec les précautions extrêmes exigées de Gantenbrink lors de son travail initial dans la pyramide. Le résultat de cette exploration médiatisée s'est avéré décevant. Derrière le bloc, après un petit espace vide, se trouvait simplement une autre pierre. Cette conclusion a laissé de nombreux spectateurs perplexes et déçus. Toutes ces incohérences et questions sans réponse ont alimenté les spéculations. Certains ont commencé à douter de l'authenticité du direct. D'autres ont suggéré que l'émission pourrait avoir été une diversion élaborée, peut-être pour détourner l'attention d'autres découvertes ou activités dans la pyramide. Le docteur Hawass lui-même semble avoir opéré un revirement spectaculaire. En 1993, il affirmait ne pas être intéressé par ce qui se trouvait derrière la porte Gantenbrink. 9 ans plus tard, il orchestrait une exploration médiatique à grande échelle. Que s'est-il passé entre-temps pour provoquer un tel changement d'attitude? Passons en revue maintenant une histoire fascinante qui remonte à 1872. Une découverte qui pourrait bien bouleverser notre compréhension de la Grande Pyramide. Wayneman Dixon, un ingénieur anglais de Newcastle, explorait alors le conduit nord de la Grande Pyramide. En introduisant sa sonde, il brisa accidentellement quelque chose et fit une découverte stupéfiante. 3 objets mystérieux cachés dans les profondeurs de ce monument millénaire. Le premier objet était un embout de grappin en cuivre, large de 5 cm et équipé de rivets. Fait intriguant, Rudolf Gantenbrink, lors de son exploration un siècle plus tard, aurait trouvé une partie de ce même grappin dans le conduit. Le deuxième objet était un morceau de baguette en cèdre, de section carrée de 13 cm. Cette pièce de bois, apparemment insignifiante, pourrait en réalité détenir la clé de l'un des plus grands mystères de l'égyptologie, la véritable date de construction de la Grande Pyramide. Le troisième objet était une petite boule en pierre gris-vert, dont la fonction reste encore aujourd'hui un mystère. Dixon envoya ces 3 objets à son ami, l'astronome Charles Piazzi Smith, en Écosse. Smith, qui avait lui-même conduit une expertise de la Grande Pyramide en 1865, était bien placé pour comprendre l'importance de ces artefacts. Mais voilà que le morceau de cèdre disparaît mystérieusement. Robert Bauval, égyptologue et auteur controversé, s'est lancé dans une enquête minutieuse pour retrouver sa trace. Son investigation l'a mené à travers l'histoire, révélant un réseau fascinant de connexions entre explorateurs, médecins et collectionneurs du 19e siècle. Bauval a découvert que le Dr Grant, un ami des frères Dixon au Caire, avait acquis la baguette de cèdre pour sa collection privée. Cette collection fut plus tard cédée au Marischal Museum de l'Université d'Aberdeen en Écosse. Malgré les efforts de Bauval pour localiser cette pièce cruciale, le musée a répondu à plusieurs reprises que la baguette était bien stockée dans leur cave, quelque part, mais que personne n'arrivait à remettre la main dessus. Cette disparition mystérieuse soulève de nombreuses questions.
Pourquoi un objet d'une telle importance historique et scientifique est-il si difficile à localiser? Y a-t-il des forces qui préfèrent que la véritable date de construction de la Grande Pyramide reste un mystère? Chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de ce premier épisode de notre exploration des mystères de Gizeh. Nous avons plongé dans les profondeurs de la Grande Pyramide, découvert des passages secrets, des portes mystérieuses et des artefacts énigmatiques. Nous avons vu comment des découvertes potentiellement révolutionnaires peuvent être entourées de controverses, de secrets et parfois même disparaître mystérieusement. Dans notre prochain épisode, nous allons explorer des territoires encore plus fascinants et controversés. Nous nous pencherons sur l'exploration révolutionnaire de Luis Alvarez, qui a utilisé des techniques de physique des particules pour sonder les secrets de la pyramide. Nous examinerons également les recherches fascinantes de la Fondation Edgar Cayce, qui a apporté une perspective unique et souvent contestée sur l'histoire ancienne de l'Égypte. Enfin, nous plongerons dans le mystérieux projet Sphinx, une initiative qui a remis en question l'âge conventionnel du Sphinx et potentiellement toute notre compréhension de l'histoire égyptienne. Préparez-vous à reviser tout ce que vous pensiez savoir sur Giza, ses monuments et son histoire. Car dans notre quête de vérité, nous découvrirons peut-être que la réalité est encore plus étrange et merveilleuse que la fiction. Rejoignez-moi pour le prochain épisode de l'affaire Giza. En attendant, gardez l'esprit ouvert et n'oubliez pas, la vérité est peut-être cachée, mais elle attend d'être découverte. À très bientôt, chers explorateurs de l'insolite. Bye bye.